troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités, Sibiri Célestin Nabaloum, Seyouba Traoré et Jean-Marie Bitomo. L'actualité économique à présent, la République démocratique du Congo a connu un léger ralentissement de sa croissance entre 2015 et 2016. Rien d'étonnant puisque le pays rentier est fortement dépendant de ses ressources naturelles, a été confronté à la chute des cours du baril. Explication avec Amira Bendiabala Jean-Pierre. La République démocratique du Congo, un pays au fort potentiel. Et pourtant, les données économiques de ce pays sont loin d'être les meilleures de la sous-région. C'est malheureusement le cas des pays rentiers. Leurs performances économiques sont intimement liées aux ressources naturelles. La République démocratique est d'un pays minier et les matières premières sur le marché international ont baissé de manière significative ces derniers mois. Mais les autorités congolaises estiment pouvoir maîtriser la fluctuation des prix. Il y a bien sûr un choc lié à la baisse du cours des matières premières. Nos exportations en volume et en prix ont baissé, mais il y a de l'autre côté un matelas lié à la stratégie du maintien du cadre macroéconomique qui permet aujourd'hui à la République démocratique du Congo d'avoir zéro arriéré de salaire, d'avoir une flottation du taux de change qui reste dans une fourchette acceptable. 4,3% de croissance en 2016 contre 6,9% en 2015. Le taux de croissance de la République démocratique du Congo a connu un léger ralentissement. Seule solution de maintenir ce taux et d'atteindre l'émergence d'ici à 2030, comme l'ambitionne le gouvernement, la diversification économique. Face à ce choc, si nous n'avions pas entamé la diversification de notre économie, nous n'aurions pas un taux de croissance de 4,5% aujourd'hui. Les prévisions étaient de 9, mais avec le choc que nous avons subi, un choc frontal, nous avons réussi à maintenir un niveau de croissance positif et nous ne sommes pas rentrés en récession. Au lendemain de l'indépendance, la République démocratique du Congo était dotée de plus de 2000 sociétés industrielles. Elle n'en compte actuellement que 350, une contre-performance qui a mis à mal l'économie du pays. L'industrialisation serait donc en marche. Des zones économiques spéciales sont en cours de réalisation, à l'instar du parc agro-industriel de Bukangalozo. Reste à savoir si les perspectives macroéconomiques du pays seront positives en 2017. Jean-Marie, alors les autorités s'accordent à dire que la diversification de l'économie est désormais une obligation, mais le processus est-il véritablement en marche en ce qui concerne la République démocratique du Congo? La RDC aura du mal, tout simplement. Pourquoi? Vous ne pouvez pas développer une économie dans un environnement instable. C'est pratiquement impossible. Tout simplement pourquoi? Parce que nous sommes dans une économie aujourd'hui, toute l'économie mondiale, c'est une économie capitaliste. Dans l'économie capitaliste, si vous voulez, les investisseurs ont besoin de quoi? Graziella, les investisseurs ont besoin de la sécurité. Cette sécurité-là, c'est elle qui leur assure le retour sur investissement par rapport à leurs fonds qu'ils apportent en tant que tels. Donc, la RDC, aujourd'hui, là, dans nos États africains, je trouve ça vraiment dommageable, c'est qu'on veut nous faire croire que les économies peuvent fonctionner, mais dès l'instant que vous n'avez pas, si vous voulez, la stabilité d'un pays, d'un territoire, quel qu'il soit, vous ne pouvez pas faire développer l'économie. Elle va se développer, si vous voulez, à la marge. Mais vous n'avez pas les capacités de pouvoir développer une économie dès l'instant que vous avez des acteurs, la défiance des acteurs internationaux par rapport à l'économie de la RDC. Nous savons aujourd'hui que pratiquement la majorité des économies africaines n'ont pas les sommes nécessaires pour pouvoir investir. Donc, on nous parle tout le temps du privé, il faut privatiser telle ou telle chose. Vous connaissez ma position là-dessus, je suis contre. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous n'avez aucun État au monde qui s'est développé, aucune économie au monde qui s'est développée sans que vous ayez un État fort, un État stratège. Donc, nous nous retrouvons en RDC aujourd'hui. Vous avez déjà même les institutions de la RDC qui sont, comment dirais-je, bancales en tant que telles. Vous avez les différents acteurs de la classe politique qui n'arrivent pas à s'entendre. Vous avez le contentieux électoral et tout ce qui s'ensuit. Il est tout à fait logique que nous nous retrouvons avec une économie dans laquelle vous avez les marges de développement sont amoindries à un niveau tel que, moi je ne vois pas le développement, à moins que ce soit les... Malgré la mise en place de zones économiques spéciales, comme il est les zones économiques spéciales, il faut mettre là-dedans des acteurs économiques capables de pouvoir y investir. Graziella, c'est ça le problème. Très rapidement. Moi je veux dire que tout développement d'un pays, il faut d'abord savoir gérer le capital humain.
sur le capital humain renforce aussi le développement. Et tant qu'il n'y a pas de liberté d'investissement, on a beau créer des zones franches, tant que les capitaux ne circulent pas et que ça reste sur les mêmes personnes, les mêmes dirigeants, rien ne pourrait s'en aller. Donc moi je bloque. Avant de gérer l'économie, il faut d'abord savoir c'est le capital humain dont vous avez en possession pour pouvoir les faire profiter. Merci. De 120 € à 40 €, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a annoncé la baisse des taxes sur les visas. Objectif, favoriser la reprise du tourisme. Idolet Mirabel Bissot. En Mauritanie, le président Mohamed Ould Abdelaziz a annoncé la baisse des taxes sur les visas pour favoriser la reprise du tourisme. En 2017, les taxes du visa touristique vont baisser de 70% à 80%. Cette mesure vise à encourager les touristes à visiter le pays, notamment la région d'Attar au nord. Il y avait une insécurité générale dans la région. On ne peut pas dire que l'insécurité en Mauritanie était plus forte que l'insécurité dans la région, mais la Mauritanie était avant 2008, un pays qui n'était pas du tout sûr, surtout pour les touristes étrangers. Notre armée nationale, maintenant, est devenue une armée républicaine, bien sûr, une armée qui est proche des citoyens, et c'est surtout une armée qui assure et qui maîtrise tous les territoires nationaux. Le prix du visa pour entrer en Mauritanie sera divisé par 3 dès 2017, passant de 120 € à 40 €. Le secteur touristique mauritanien a cumulé dans le milieu des années 2000 près de 15 000 visiteurs. Il a commencé à enregistrer de fortes baisses d'entrée à partir de 2007 avec moins de 10 000 visiteurs par an. Et d'ailleurs, le président a lancé cette idée, cette promesse en parlant de la ville d'Attar, dans la région de l'Adrar, la ville d'Attar qui est la capitale de la région d'Adrar, qui est la ville touristique par excellence dans ce pays, car le nord de toute la Mauritanie est plus ou moins touristique, mais la région de l'Adrar et la région du Tagan, surtout la région de l'Adrar, a toujours été la région touristique du pays. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a décidé de baisser les taxes du visa touristique pour 2017 afin d'encourager les touristes à revenir dans ce pays, carrefour entre l'Afrique de l'Ouest et le monde arabe. Aujourd'hui, la Mauritanie veut renforcer son attractivité économique. La construction d'un nouvel aéroport à Nouakchott, mais aussi le développement de la compagnie aérienne nationale devrait permettre d'atteindre cet objectif. Monsieur Traoré, baisser le tarif des visas, c'est suffisant pour relancer l'activité touristique en Mauritanie? Le visa, c'est quoi? C'est une dépense ponctuelle. C'est de combien d'euros à combien d'euros, là? C'est de 120 à 40 €. Ouais, le tourisme, c'est d'abord le billet d'avion, l'hébergement, les capacités d'hébergement du pays, les sites touristiques à visiter. Il faut se nourrir, se loger, acheter des curiosités, payer ses frais de transport. Bon, moi, je ne vois pas ce que les 60 €... Bon, c'est une incitation, quoi, mais il faut d'autres incitations. Une fois que le touriste est sur place. Alors Jean-Marie, les zones touristiques, essentiellement dans le nord et le sud-est de la Mauritanie, ont été classées zones rouges. Cette initiative peut-elle finalement porter ses fruits tant que la sécurité n'est pas rétablie? Justement, voilà le problème. On en revient, si vous voulez, Grazia, au problème de tout à l'heure concernant la RDC. Je dis toujours sur ce plateau, c'est-à-dire on a une belle notion qui a pris naissance chez nous en Afrique, c'est l'émergence. L'émergence ne se décrète pas. Elle se construit. Et de ce niveau-là, c'est-à-dire le premier volet, je veux parler des visas. L'abaissement des prix des visas pour rendre le territoire attractif, c'est une bonne mesure, sauf que cette mesure-là repose sur quoi? Vous-même, vous venez de dire l'instabilité du territoire, zone rouge, c'est-à-dire dans laquelle les touristes n'ont pas la sécurité pour pouvoir y venir. Et maintenant, je poserai la même question, c'est-à-dire que M. Traoré a posé tout à l'heure, est-ce qu'on a construit les infrastructures nécessaires pour relancer? C'est-à-dire, nous, en Afrique, on fait toujours fi de la prospective sur les choses. Vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui, vous pourrez même mettre le visa à 20 €. À 20 €, si vous n'avez pas les capacités d'hébergement sur place, si vous n'avez pas la sécurité du territoire qui va avec, vous allez accueillir combien de touristes? Au contraire, dans un cas comme celui-là, l'État comment dirais-je, perdre en recettes fiscales en tant que tel. Est-ce qu'on a construit toute une filière touristique dans le pays pour rendre attractif le pays et assurer la sécurité, comment dirais, des touristes qui viendraient éventuellement, si vous voulez, dans le pays en question? Nous oublions toujours ça en Afrique. Le gouvernement mauritanien aurait dû miser d'abord sur le développement du potentiel touristique. Le développement touristique. du potentiel touristique. C'est à partir de là, c'est-à-dire vous allez pas, vous-même vous venez de souligner une chose très, très importante.
exemple. Vous allez dire aux touristes aujourd'hui, vous allez faire la promotion, par exemple, du tourisme mauritanien. Et vous avez les touristes, quand ils iront sur les sites, par exemple, je prends l'exemple ici, là, en France. La France classifie les pays. Bon, tel pays, si vous voulez, le risque est à tel niveau. Bon, à ce niveau-là, que vous baissez les prix des visas, ça vous rapporte quoi, Graziella? Vous aurez très important site touristique, hein, monsieur Nabaloum. Il y a des sites. Le problème, c'est pas le site. Le problème, c'est pas d'avoir du site. Le problème, c'est d'avoir les capacités d'accès faciles. Parce que la sécurité d'un individu, je vous vois mal, Graziella, aujourd'hui, qu'on vous dise, je sais pas moi, allez-y faire du tourisme à Mossoul. Je prends l'extrême. Hein, et vous allez vous lever parce que le visa à 10 €, vous allez prendre le visa à 10 € pour aller à Mossoul. C'est pas possible. Merci Jean-Marie. 13 milliards de dollars, c'est notre chiffre du jour et il correspond au montant des promesses obtenues par la Tunisie au premier jour de sa conférence sur les investissements. Monsieur Nabaloum, c'est un bon début. Oui, c'est pas mal pour un bon début, comme vous venez de le dire. Mais je pense que j'ai escompté plus, non? À mon avis. Bien sûr, mais là, on est au terme de la première journée. Et la première journée, bon, je ne sais pas parce que je ne connais pas très bien le dossier, mais je leur souhaite bon chance, mais ce n'est déjà pas mal. Et d'autant plus qu'ils ont eu la bonne initiative d'organiser cette table ronde chez eux-mêmes. Donc, il n'y a pas d'impact de dépenses avant la somme qu'ils demandent. Donc, ça, c'est déjà une très bonne idée. Monsieur Traoré, quels sont les atouts que la Tunisie pourrait mettre en avant pour retrouver sa place finalement sur la carte de l'investissement? La Tunisie a une capacité d'accueil, la Tunisie a une façade maritime, la Tunisie a beaucoup d'infrastructures, la Tunisie a beaucoup de sites touristiques, que ce soit historiques, que ce soit naturels. La Tunisie a beaucoup d'atouts sur le tourisme. Une fois de plus, nous revenons sur le volet sécuritaire. Une fois que le pays sera stabilisé, le tourisme va revenir. Vous voyez, même le tourisme médical, les gens qui quittent là pour aller se soigner parce que ça coûte cher chez eux ou que le réseau médical dans leur pays n'est pas du même niveau de qualité, même le tourisme médical, la Tunisie a beaucoup d'atouts. Jean-Marie. Faire appel aux investisseurs internationaux est tout à fait nécessaire pour la Tunisie. La Tunisie a déjà pas mal d'infrastructures, comme vient de dire M. Traoré. Il n'y a pas seulement le tourisme. L'activité bancaire en Tunisie, avant que nous n'ayons les événements que nous connaissions, avant que ces événements-là ne se produisent, vous avez la Tunisie qui était déjà très très bien positionnée là-dessus, dans la médecine, dans l'activité bancaire, dans le tourisme. Il suffit tout simplement qui est la sécurité qui revient sur le territoire. Vous avez une expertise multisectorielle que détiennent, comment dirais-je, les Tunisiens en tant que tels. Je sais que la Tunisie, vous avez des hommes d'affaires tunisiens qui vont dans des tas et des tas des pays africains et qui servent de consultants en tant que tels parce que c'est une économie qui est déjà relativement insérée dans l'économie internationale avec les exigences, si vous voulez, de cette économie internationale-là. Donc, je ne doute pas que la Tunisie, d'ici quelques temps, pourra retrouver, si vous voulez, la place qui est la sienne. Parce qu'elle a ce potentiel-là. Merci Jean-Marie. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier du jour de ce jeudi sera consacré aux défis énergétiques au Burkina Faso. Monsieur Sibiri Célestin Nabaloum, merci d'avoir été sur ce plateau. Je vais profiter de votre plateau pour vous lancer des invitations que le parti, c'est pour marquer pas la victoire, mais le premier anniversaire du rock marxiste Kaboré que les Burkinabés veulent commémorer pour sa première année de présidence. Voilà, donc vous êtes tous invités au 54 avenue du Roule, à Nuit-sur-Seine, le 5 décembre. C'est pour commémorer l'élection du président le 5 Kaboré. C'est gentil. Monsieur Sayouba Traoré, merci à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Merci à vous Jean-Marie pour votre participation. Merci Graziella, bonsoir à tout le monde. Merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans un instant, le journal de la rédaction.